Veuillez vous lever. The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia is now in session. L'Audience du Tribunal Penal International pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Good morning. Le président, bonjour à tous. Monsieur Karadzic, vous avez la parole. Bonjour, Excellence, bonjour à tous. Je vous remercie de me donner la parole. Je viens d'un système où, pendant 50 ans, il était tout à fait clair que si quelqu'un est condamné à 10 ans, c'est certainement parce qu'il est coupable de quelque chose. Car pour n'avoir rien fait, les gens étaient déjà condamnés à 8 ans. Voilà comment fonctionnait notre justice. Mais en Occident, ce n'était pas beaucoup mieux. Lorsque il y avait des personnes comme le docteur Dreyfus qui étaient totalement innocentes, la sentence, la peine à vie a été réduite à 10 ans. Donc on a peut-être deux régimes différents qui aboutissent au même résultat. Ce sont des systèmes particulièrement dangereux, surtout lorsqu'ils entrent en collision les uns avec les autres. La justice occidentale et notre destin des Balkans, et c'est ce qui s'est produit au début du XXe siècle, lorsque le régime austro-hongrois a jugé beaucoup de Serbes. Il y a eu, bien sûr, comme vous le savez, les procès de Banja Luka et de Zagreb qui ont jeté l'opprobre sur ce pays. Il y a eu Marserik et puis d'autres personnes bien connues qui étaient pourtant des personnes de grande intégrité morale qui se sont retournées contre l'État à cause du comportement de l'État. L'affaire Dreyfus et les procès des régimes austro-hongrois se sont produits à ce moment-là et dans l'entremise, rien d'aussi grave ne s'est produit, si ce n'est cette guerre qui nous est tombée dessus et les procès qui furent la conséquence de cette guerre. Depuis lors jusqu'à cette affaire-ci, et on n'a pas connu de situation où un grand nombre de personnes honorables, essentiellement des Serbes, ont été condamnées à de longues peines d'emprisonnement qu'ils purgent dans différents pays européens, loin de leur pays. Et en même temps, il y a eu tellement d'auteurs de crimes contre des Serbes, des assassins qui sont libres. Alors on peut évidemment faire semblant que ça ne s'est pas produit, mais ça s'est produit. Et on s'en souviendra bien plus longtemps encore que l'affaire Dreyfus sera l'objet d'études. On se tournera sur les événements et on verra comment la justice a été rendue. Nous savons très bien pourquoi ça s'est produit ainsi en 1914. Suite au régime austro-hongrois est pénétré dans la partie orientale. Et puis, nous espérons et nous prions Dieu que ce n'est que pour la crédibilité de l'OTAN ou en fonction de certaines élections que les choses se passent ainsi. Mais je crois que c'est plutôt par rapport à quelque chose qui dépasse tout cela et que le monde entier finira par payer la note. Et paiera une note encore plus importante. Tout à fait franchement par rapport à la Chambre de première instance, même si les jugements et les motivations fournies par les chambres devront être lus et
On peut se demander d'ailleurs comment les gens lisent tous ces raisonnements et comment ils comprennent les conclusions. Mais moi, je dois dire que les chambres de première instance sont peut-être moins coupables, en quelque sorte, car il s'agit en fait de faire ensuite le travail concret du bureau de l'accusation. Ici, dans ce cas, le procureur remet en cause l'authenticité des craintes serbes d'un nouveau génocide. Ils nous disent que ceci a plutôt été imposé au peuple par Karadzic et par le Parti démocratique serbe. Il n'y a pas eu une seule famille qui n'a pas en son sein des témoins ou même la génération suivante, les descendants de personnes qui ont été tuées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il aurait donc été juste que le procureur dise que s'il n'y avait pas eu de génocide contre les Serbes en Bosnie-Herzégovine et en Croatie, il y a 50 ans, peut-être même plus encore, mais disons, je dirais qu'en 1990, il y avait 50 ans de cela. À ce moment-là, des gens comme Karadzic ou d'autres n'auraient pas eu à se défendre et n'auraient pas eu à expliquer pourquoi ils n'essayaient pas de convaincre les gens de quelque chose qui était faux et qui n'était pas réellement fondé. L'accusation n'a pas fait preuve d'excès de prudence. Ils en ont fait plus qu'ils n'auraient dû le faire, parce que dans notre système, l'accusation n'aurait pas pu faire ce qui s'est produit dans ce prétoire, dans cette affaire-ci en particulier, puisque je la connais particulièrement bien. On les aurait appelés à la prudence et peut-être que l'affaire aurait été classée carrément du fait de la manière dont l'accusation a présenté les arguments devant la Chambre. De quoi s'agit-il? Moi, je connais la vérité. Le procureur connaît la vérité. Alors, qui essayons-nous de tromper? La Chambre. Si je faisais partie de cette Chambre, franchement, je serais blessée. Avoir falsifié les faits à ce degré, avoir détourné le sens de certaines phrases où on ne donne que des portions de phrases en réponse, sont ensuite pris en compte et ce système assez bâtard est ensuite établi au rang de fait. Eh bien, j'ai beaucoup apprécié les appels à la prudence bien intentionnés lancés par la Chambre en disant que je ne défendais pas le peuple serbe, je défendais moi-même. Ce n'est pas le peuple serbe qui était accusé, mais ce n'est pas vrai, c'est le peuple serbe qui est au banc des accusés. Ça a été démontré au cours de ces 2 derniers jours de façon flagrante. Voilà ce qui se produit. L'accusation ne peut pas mettre le doigt sur mes motifs. Elle ne sait pas ce qui aurait motivé ces actions qu'ils m'attribuent, qu'ils imputent à mes amis, à mes collaborateurs et à la totalité de la communauté serbe en Bosnie-Herzégovine, communauté qui se compose de 5 500 000 personnes. Et je n'avais pas de raison de me rendre correction d'interprète, 1 500 000 personnes. Je n'avais pas vraiment de raison de m'engager dans la politique. J'avais une très bonne profession. J'étais médecin. J'avais une famille très affectueuse. J'avais pas mal d'amis, y compris des musulmans et des croates. Et d'ailleurs, nombre de ceux-ci restent mes amis. Je suis psychiatre, comme vous le savez. J'ai suivi une formation en Angleterre, aux États-Unis, en Yougoslavie, à Belgrade, Zagreb, Sarajevo. Je parle russe, l'anglais. J'aurais pu donc travailler partout, n'importe où. Je n'étais pas candidat à un poste particulier. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait tout cela? Peut-être suis-je fou. Alors la Chambre devra décider si je suis véritablement responsable de mes actes. Et s'il s'agit d'une question de patriotisme que l'on pourrait mettre au même rang que la folie, à ce moment-là, la Chambre devra voir ce que l'accusation fait. Si je suis fou, est-ce que 1,5 million de Serbes sont également fous?
ceux qui auraient laissé leurs fils aller dans des tranchées glacées pour défendre leur foyer pendant 3 ans et demi et qui ont ensuite voté lors des référendums en faveur de ce que le Parti démocrate serbe plaidait et ce que je plaidais personnellement. Est-ce qu'ils avaient un motif particulier? Est-ce que l'accusation a pu démontrer devant la Chambre ce qui s'est véritablement produit et comment se fait-il que autant de personnes avaient marqué leur accord parmi les 12 millions de Serbes de par le monde, 8 millions se sont ralliés à cette politique, ou en tout cas étaient contre la politique qui nous a poussés vers la guerre et qui nous a poussés à défendre nos droits fondamentaux. L'accusation a exagéré, surtout l'éminent M. Tiger. Il a dit que j'avais dit que le SDS était rempli d'idiots. Le SDS avait en son sein et derrière lui toute l'élite du peuple serbe, des professeurs d'université, des académiciens, des auteurs, des médecins. Et il y aurait également un certain nombre de personnes assez obstinées. On pourrait même dire que peut-être de telles personnes pourraient être qualifiées d'idiots, mais franchement non. Donc le SDS était composé vraiment de gens extraordinaires. C'était le parti le plus extraordinaire qui avait un sens du sacrifice au sein du peuple serbe et même en Europe d'ailleurs. Les dissidents qui avaient la force morale d'être contre Tito et le communisme. Alors, ces gens ont voulu s'occuper de leur propre peuple et imposer un nouvel ordre mondial sans tenir compte des intérêts des Serbes. Ceux qui avaient le plus de chance n'ont perdu que leurs biens, mais ceux qui en ont eu moins ont perdu également leurs êtres chers. L'accusation a insulté ces personnes par ce qu'ils ont dit en ayant fabriqué de toutes pièces cette entreprise criminelle commune qui touche ces gens-là aussi parce que ces personnes doivent également être représentées de façon honnête et voir leurs objectifs politiques et leur lutte pour la liberté bien représentés et défendus. Mais personne n'aurait pu imposer une telle chose aux Serbes. Les Serbes est un peuple très difficile à diriger. Ce ne sont pas des moutons, ce ne sont pas des gens obéissants. Il n'est pas facile de leur imposer des choses. Ces allusions assez lâches lancées par le procureur essaient d'égarer la Chambre. Il y a différents termes qui ont été utilisés par des parlementaires au téléphone, des conversations, et on en tire toutes sortes de conclusions. Et puis, tout le dossier, tout le jugement va être donc fondé sur des conclusions qui s'appuie sur des oui-dire, sur des preuves indirectes. Et ce serait là une nouvelle invention, un nouveau précédent dont on se souviendra. Des allusions, des déductions, plutôt que des présentations de moyens de preuve. Et le jugement sera rendu sur une telle base. Par exemple, d'ailleurs, certaines phrases qui ont été prononcées par des parlementaires ont été déformées ici, même si nous avons entendu deux premiers ministres, Lukic et Djeric. Il y a eu effectivement des opinions parfois extrêmes, exprimées au cours de débats, animées par des motifs politiques, mais ces points de vue extrémistes ne l'ont jamais emporté. Le
le Parlement n'est pas là pour faire de belles phrases. Le Parlement est là pour sortir des documents qui serviront ensuite de base à un système. Mais ils ne nous ont pas montré le moindre document émanant de l'Assemblée de la Republika Srpska qui aurait toléré des crimes ou même abouti ou conduit à des crimes. Alors, l'éminent monsieur Tiger, le grand avocat de l'accusation, étant donné qu'il n'a pas la moindre preuve, il décide de ternir ma personnalité et il m'appelle le menteur, il m'appelle un brigand, il l'a fait le tout premier jour et ça a fait la manchette de nos journaux et que c'était là le grand argument avancé par l'accusation. Et je pense que ceci me permet, moi aussi, d'avoir recours à certaines impolitesses, mais je ne le ferai pas. Je crois que c'est aussi le cœur lourd que M. Tiger a décidé de se lancer dans ce genre d'insultes et de ternir ma réputation. Il ne l'aurait pas fait, je pense, s'il avait eu la moindre preuve contre Radovan Karadzic. Et donc, c'est ainsi, en l'absence de toute preuve, que le bureau du procureur espère que la Chambre va prendre des décisions, tirer des conclusions et fonder son arrêt sur ce qu'avance ainsi le procureur à titre de preuve. Et il ne s'agit en fait qu'un ensemble d'allusions fondées sur des petites conversations privées, des témoignages faits par leurs propres employés que l'on appelle à titre d'experts et qui ont ainsi présenté l'acte d'accusation qui sert lui-même de preuve. Alors nous avons déjà dit tout cela, je n'ai pas besoin de répéter ce qui figure dans notre mémoire en clôture et comment les employés même du bureau du procureur ont témoigné en reconnaissant qu'ils avaient fait en sorte de faire plaisir au procureur pour prouver quelque chose que le bureau du procureur savait déjà, etc. Nous disposons d'une douzaine d'experts de ce type qui, de toute façon, auraient dû être impartiaux, ce qui ne fut pas le cas. Alors, qu'y a-t-il derrière toute cette thèse du procureur, cette prétendue entreprise criminelle commune? C'est peut-être quelque chose qu'ils ont trouvé dans des dispositions juridiques dans des affaires concernant la mafia. Il n'y aurait pas eu d'acte d'accusation sans ce type d'argumentation injuste. Il n'y aurait pas eu d'acte d'accusation si ce n'est pour les auteurs immédiats. Si vous ne me croyez pas, eh bien demandez au procureur d'écrire ou d'essayer de monter de toute pièce un acte d'accusation contre moi qui exclurait l'entreprise criminelle commune. Alors, qu'est-ce qu'il resterait à retenir contre Karadzic, à part cette ECC? Bien rien, si ce n'est mes bonnes actions en faveur de mon peuple et des deux autres peuples. Ces bonnes actions se retrouvent dans tous mes efforts tendant à éviter une guerre et en essayant d'alléger les souffrances de ces trois peuples lors de l'éclatement de la guerre. Des personnes honnêtes, en particulier ceux qui parlent à Dieu, savent que c'est le cas. Des personnes honnêtes des trois communautés. L'accusation s'accroche à l'ECC et ainsi accuse tout le peuple serbe. Et ce procès, et pas que celui-ci d'ailleurs, les procès en général sont censés déplacer la responsabilité
d'autres personnes et de les attribuer au peuple serbe. Et puis, après le peuple juif, et bien voilà, maintenant, un autre peuple est déclaré victime et on change ainsi toute la perception des crimes dans le monde, dans la situation actuelle. L'accusation n'a pas pu présenter, même par le biais d'allusions approximatives, n'a pas pu donc dire qui et quand on a fondé cette entreprise criminelle commune. On n'a pas pu nous expliquer qui allait faire quoi, ce qui était censé se produire. Le bureau du procureur tire des conclusions après une guerre civile, après que des crimes aient été commis au cours de cette guerre civile, et ils nous disent, eh bien, ça s'est produit ainsi parce que les Serbes avaient formé le Parti démocrate serbe en 1990, et puis, ils abandonnent l'idée que c'est là le début de l'OCC et ils la déplacent à 91, au moment où les autorités étaient mises en place après les élections. Et puis, ils font l'impasse sur tout notre combat pour la liberté, pour l'ordre constitutionnel et pour l'état de droit, comme si de tous les autres côtés, l'intégrité, l'état de droit, l'honnêteté régnaient en maître, et comme si il n'y avait pas eu d'armée secrète fondée de l'autre côté qui allait viser exclusivement les Serbes de Bosnie, une armée qui était là pour lutter contre la JNA et la Yougoslavie, et ensuite les Serbes de Bosnie. Nous avons entendu ici toutes sortes d'accusations contre des actes parfaitement licites dans la vie parlementaire, dans le système de prise de décision au niveau du Parlement. Et l'accusation m'a décrit comme étant un autocrate qui détenait toutes les rênes, même si il y a aussi des preuves que ce n'est pas moi qui appelais les personnes du ministère de l'Intérieur, c'est eux qui m'appelaient pour me demander ce qu'il en était de l'accord passé avec le SDA et le HDZ. Et ça leur faisait peur parce que cet accord menaçait les fondements même de notre État. Et les dispositions de cet accord étaient incompatibles avec la survie du peuple serbe. Et j'espère d'ailleurs que le procès-verbal sera corrigé quand nous aurons entendu les bandes. Le procureur donc sous-entend que le SDS n'aurait pas dû s'intéresser à la mise en œuvre du programme qui avait été entériné par 50% des voix, même si le Parti démocrate serbe avait mis au pouvoir un certain nombre de cadres, un nombre de cadres du parti assez minime, et j'avais d'ailleurs été critiqué par certains témoins de l'accusation, y compris Neskovic et d'autres, qui disaient que j'avais remis au pouvoir des anciens cadres, alors que pas du tout. J'avais plutôt nommé de jeunes professionnels. Tout ce qui s'est produit donc en 90 devient suspect, alors que la déclaration islamique ne figure nulle part. J'avais demandé à M. Izbegovic de façon explicite. Il a dit qu'il n'y renoncerait pas, même dans l'intérêt de notre vie politique en Bosnie-Herzégovine. Ils ont dit qu'ils avaient fait mine qu'il n'y avait pas eu de décision d'établir la Ligue patriotique le 30 mars 91, comme si le 30 avril 91, et cette ligue n'avait pas été créée.
Et c'est à partir de cette année-là que leurs années de service se sont comptées, comme si le Conseil de la défense des musulmans n'avait pas été créé non plus, qui se composait de responsables qui, au lieu de défendre la Bosnie et toutes ses communautés ethniques, avaient créé un organe distinct qui était une aile de la Ligue patriotique. Ils ont prétendu que jusqu'en septembre, ou disons qu'à partir de septembre 91, comme nous l'avons vu dans les documents de Sefer Alilovic, cette ligue patriotique n'avait pas été créée dans 103 municipalités réunies. Ils n'ont même pas osé la créer dans les communautés croates et dans ces communautés, les Serbes constituaient la majorité. Les musulmans ne représentaient que 8%. Alors, si tout cela ne s'était pas produit, les Serbes, en fait, essayaient de faire quelque chose qui était interdit. Et l'accusation a totalement fait l'impasse sur cette volonté des Serbes de faire des compromis. Et l'accusation n'a pas tenu compte non plus de nos revendications de former des associations de municipalités de leur plein gré. À la place de cela, nous entendons qu'il y avait eu des ordres tendant à constituer des municipalités associées au Kosovo. C'était bien sûr le droit du peuple de s'organiser et de constituer des associés, de mettre en commun leurs ressources pour répondre à leurs besoins. La régionalisation, c'est vraiment une espèce... c'est quelque chose c'est comme si ça s'était fait en secret. La régionalisation a pourtant été effectuée dans le respect des lois, et ceci, surtout quand on sait que les menaces qui pesaient sur des menaces de sécession unilatérale de la Yougoslavie. Et l'accusation ne tient pas compte du fait que nous avons accepté d'abandonner cette proposition de régionalisation de M. Zoufi Karpacic. La communauté internationale et nos alliés occidentaux ont trahi les Serbes à moultes occasions, encore lors de cette occasion-là, et ils ont pu plutôt choisir des musulmans ouverts à l'Occident. Il y en avait pas mal. Il y avait deux grands partis menés par Fikret Abdic et tactique. Ils ont plutôt choisi l'aile qui était belligérante, qui choisissait la guerre. Et l'accusation dit au paragraphe l'accusation dit que la Bosnie-Herzégovine avait plutôt favorisé l'indépendance. C'est le paragraphe 28. Alors que Karadzic intensifiait, etc., etc. Alors, la Bosnie n'allait pas du tout en faveur de l'indépendance de façon inévitable. Ce n'était pas du tout inévitable. Mais c'est ce que dit l'opinion 4. Ce n'était pas inévitable, et nous voyons bien d'ailleurs qu'il y a eu une décision tendant à organiser une conférence sur la Bosnie-Herzégovine avec Lord Carrington et l'ambassadeur Cotillero. Mais si ça avait été inévitable, pourquoi y a-t-il eu toutes ces mesures supplémentaires pour la mettre en œuvre? Et même si les Serbes avaient accepté de rester dans une Bosnie indépendante
à la condition qu'ils puissent jouir, à tout le moins en tout cas, d'une partie des droits que leur avait fourni la Fédération yougoslave. C'est une proposition d'ailleurs qui avait été appuyée par la communauté européenne. C'était une condition sine qua non, sans quoi la Bosnie n'aurait pas pu prendre son indépendance. Cela a été accepté et dans la semaine, une tentative a été faite de nous avoir, en fait. Nous avons vu ce que Irfan Ajanović a déclaré le 18 mars. Et nous allons voir qui trompe la communauté européenne, qui est contre la paix, étant donné que cela n'a pas eu lieu dans la semaine. C'est le SDA qui a rejeté l'accord. Et puis, Ajanović a déclaré plus tard qu'il ne devait que gagner du temps. Et pourquoi avait-il besoin de ce temps? Eh bien, pour tromper les Serbes. L'accusation avance que les Serbes avaient pris 65 ou 70% du territoire de Bosnie-Herzégovine, que les Serbes exigeaient cela. Et l'accusation se fonde sur différents PV de plusieurs conférences et sur la compréhension de ceux qui prenaient des notes à ces conférences. Mais nous n'avons pas encore confirmé, personne n'a confirmé que Kutiyero ou Akashi les faits, ni aucun témoin que ce soit. Cela ne se retrouve nulle part. Au contraire, Lord Owen a déclaré que cela aurait été la première fois dans l'histoire qu'une armée qui n'a pas été déchue rende autant de territoire. Alors, regardons plus avant ces questions territoriales. L'accusation fait valoir que nous avons pris le pouvoir à différents endroits et que nous avons conquis 65 ou 70% du territoire. Mais les preuves abondent. Pour démontrer que nous avions ce territoire même avant la guerre, et même un plus grand territoire avant la guerre. Et j'ai déclaré à plusieurs reprises à l'Assemblée de Bosnie-Herzégovine, n'essayez pas d'imposer par la violence un nouvel État. Cet État ne pourra pas imposer son pouvoir sur 65% du territoire de Bosnie. Personne n'a remis en question le fait que les Serbes étaient en majorité sur 65% du territoire de Bosnie. Ni que 64% du territoire était entre les mains des Serbes en Bosnie-Herzégovine. Nous avons entendu que feu le président Milošević contemplait cette idée, qu'il disait qu'il s'agissait d'une propriété sociale. Si l'accusation avait étudié notre législation, elle aurait constaté qu'il ne s'agissait pas d'une propriété sociale ou d'État. En fait, ces territoires appartenaient aux paysans. Personne d'autre ne pouvait les utiliser. On ne pouvait les utiliser que comme des pâturages, à moins d'en convenir avec les agriculteurs. Cette terre n'appartenait à personne. Cependant, en 1990, lors des élections, les Serbes ont gagné un pouvoir absolu dans 37% des municipalités. Des zones rurales, mais plutôt bien développées. Et une bonne partie des voix dans 47% des municipalités en plus de cela. L'accusation avance que l'entreprise criminelle commune impliquait une prise de pouvoir dans des municipalités dans lesquelles nous avions déjà le pouvoir.
Et dans des municipalités où nous étions un parti minoritaire, il y avait des conditions qui avaient été mises en place pour former 2 ou 3 différentes municipalités. Même lorsque nous avons créé les frontières provisoires de Republika Srpska, nous avons invité les Croates et les musulmans à mettre sur pied leur propre poste de police là où cela était possible, de ne pas se rendre dans des villages serbes et vice-versa. Les Serbes ne se rendraient pas dans leur village pour attiser les tensions. Il est impossible d'éjecter quelqu'un d'une municipalité si il y a déjà un poste de police, si une autorité municipale existe déjà. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif était que les Serbes protègent ce qui leur appartenait déjà. Et l'accusation nous dit ici que Radovan Karadzic avait déclaré qu'il ne permettrait pas que l'État d'Alija fonctionne. Mais ce genre d'État n'aurait pas fonctionné parce que les Serbes ne l'auraient pas accepté. Mais un État où un tiers de la population occupe 2 tiers du territoire et constitue une majorité peut fonctionner et fonctionnera. Et je dois dire d'ailleurs que c'est feu M. Izetbegovic qui a suggéré de diviser la Bosnie et qui a proposé d'appliquer ses idées islamiques uniquement dans la partie musulmane du territoire. Ensuite, il a été poussé à la guerre, quelqu'un l'a poussé à la guerre, ce complot a été fomenté au sein du SDA. Zulfikar Pašić a découvert cela et nous reviendrons là-dessus dans un instant. Mais Zulfikar Pašić a quitté le SDA à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est M. Izetbegovic qui a suggéré de diviser la Bosnie. Et j'ai informé le président Milošević de cela lors d'une conversation interceptée, qui a été enregistrée le 29 mai 1991. To je D. Da, to sad imamo na ekranu. Mi smo bili... Note des interprètes, page 12, ligne 24. Remplacer, attiser les tensions par apaiser les tensions. Reprise des débats. Alors la pièce que je cherchais est à l'écran à présent. Nous avons été pris de court et nous n'étions pas préparés parce que nous n'avions pas réfléchi à tout cela. Cela étant, lorsque il est devenu évident qu'ils n'abandonneraient pas leur idée d'une indépendance de la Bosnie et qu'ils voulaient leur propre territoire en Bosnie sous un régime qui était inacceptable pour nous, nous avons dû accepter cela à condition que nous gagnions aussi notre indépendance. Et l'accusation dit que c'est Radovan Karadzic qui a diffusé ces menaces ou cette idée de menace contre les Serbes en Bosnie-Herzégovine. Mais ce que l'accusation ne veut pas montrer au juge de la Chambre, c'est que dans la partie musulmane et dans la partie tenue par les Croates de Bosnie-Herzégovine, c'était les alliés d'Hitler qui ont pris le pouvoir. Alors, si pas le président Tudjman, c'était ses collaborateurs qui, de retour des pays où ils avaient émigré, ont repris le pouvoir. Et M. Izetbegovic et les autres étaient des membres du mouvement des jeunes musulmans et ont accueilli El-Hussein El-Mufti qui est arrivé pour préparer
la vision Anjar. Niti da nameće svoju volju nekom. Les membres de l'intelligentsia savaient cela et voulaient défendre le peuple serbe plutôt que de conquérir d'autres villages et d'autres territoires. Le juge Cohen interrompant. Monsieur Karadzic, attendez un instant. Grâce à cet appui visuel, nous savons à présent que ce que vous montrez à l'écran fait partie de la pièce D1282. Mais j'aimerais vous rappeler de citer vos sources à l'avenir, s'il vous plaît, pour que nous puissions les consigner au compte-rendu et vous suivre. Est-ce que vous avez compris, Monsieur Karadzic? Oui, toutes mes excuses. Donc, je parlais de la pièce D1282 du 29 mai 1991. Obaveze je da utvrdi ko je I kada skovao I sklopio taj udruženi zločinački. Donc le bureau du procureur veut à tout prix essayer de montrer qui a concocté cette entreprise criminelle commune et veut en convaincre les juges de la Chambre. Le bureau du procureur déclare que c'est Karadzic qui voulait une Republika Srpska pure d'un point de vue ethnique sur 60 à 70% du territoire de Bosnie-Herzégovine. Même s'il y a énormément d'éléments de preuve qui montrent que, au contraire, nous voulions la création d'un territoire homogène en ne prenant pas les endroits qui étaient déjà peuplés par d'autres et les régions qui appartenaient déjà à d'autres au sein de la Republika Srpska. Et à cette époque-là, Radovan Karadzic, au Parlement des Serbes de Bosnie, au Parlement de Republika Srpska, luttait contre les territoires convoités, les revendications territoriales exagérées. Et là, je viens de citer M. Izetbegović. Gospodina Izetbegovića koji je rekao Boga vam. Qui a déclaré au nom de Dieu. To je P12. P12. Alors, je vous donne la référence, c'est la pièce P12. Je pense que c'est la page 38. Gde je gospodin Izetbegović ne kaže damn you, nego for God's sake. Où M. Izetbegović nous dit, et je cite, bon sang, pendant que nous dessinons ces cartes, faites en sorte qu'un minimum de vos gens reste chez nous et qu'un minimum de nos gens reste chez vous. Fin de citation. Donc, voilà une façon de rendre homogène des territoires à une époque où personne n'envisageait même la possibilité d'une guerre, parce qu'il y avait un accord, et que le problème serait pris à bras-le-corps sans prendre des territoires qui appartenaient à d'autres. Donc, ce qu'il s'est passé, c'est que, en fait, avant la guerre, Dobratići, un groupe de villages croates de la municipalité de Skender Vakuf, plus tard Kneževo, en présence des observateurs européens, a été séparé de la Croatie parce qu'il y avait une majorité serbe, et ce de façon volontaire. Et il y a eu annexation à Jajce, qui, elle, avait une majorité croate. Cependant, le bureau du procureur
accuse M. Koljević, quelqu'un d'exceptionnel, et le taxe d'avoir été un nationaliste serbe, un extrémiste. Au paragraphe 75, l'accusation l'accuse et dit qu'il aurait déclaré que les Serbes avaient accepté des modifications des frontières internes afin de pouvoir arranger cette réalité ethnique. Les changements dans les frontières intérieures voulaient dire que M. Izetbegović en avait parlé. Et en fait, un accord avait déjà été conclu avant la guerre. Donc, un groupe ne pouvait pas être retenu de force si c'était des Croates, par exemple, et qu'ils étaient dans un village à majorité serbe, s'ils se sentaient plus à l'aise dans une autre configuration, eh bien, ils avaient le loisir de le faire. Ensuite, l'accusation falsifie des données. Comment ? Eh bien, lorsqu'à l'Assemblée de Republika Srpska, j'ai défendu un plan, et lorsque j'ai déclaré que nous ne devrions pas essayer d'obtenir trop de territoire, ce qui s'est passé en réalité, c'est que l'accusation essaye de faire croire que j'aurais dit que je voulais que les musulmans et les Croates ne devaient pas faire partie de cet État. Alors, moi, à ce moment-là, je parlais des villages croates, par exemple, qui voulaient rester en Republika Srpska. Autrement, il y aurait eu des malentendus. Ces personnes seraient devenues des ennemis d'État, ne se seraient pas sentis à l'aise dans l'État, et nous n'aurions pas obtenu d'accord. Vous savez, quand il s'agit de la Yougoslavie, c'est notre mère patrie, notre foyer commun. Nous avons lutté pour que des ennemis n'entrent pas dans ce foyer commun à 2 reprises au siècle dernier, et le bureau du procureur dépeint tout cela comme si nous parlions à ce moment-là des musulmans du Cru, de Bijeljina, de Šerbač, de Janja ou d'autres endroits, et que nous les empêchions de vivre une vie normale. Alors, je voudrais à présent vous montrer la pièce P87 et je vais la citer en anglais. Lorsque nous sacrifions l'État pour préserver un village qui veut le rejoindre, le ballon gonfle et il peut facilement exploser. Et nous n'avons pas le droit de faire cela. Fin de citation. Et j'ai dit exactement la même chose s'agissant de l'erreur qu'a commise en 1980 feu le roi Alexander lorsqu'il a accepté que les Croates et les Slovènes intègrent le royaume de Serbie et d'en faire un État pluriethnique. Ovo je D92.
On ne peut pas créer un État d'une tribu. Et le moment n'était pas opportun. Alors, je tiens à apporter un correctif au compte-rendu. J'ai parlé de la pièce P87. Il s'agissait de la page 87 et la pièce est la D92. Alors, donc, cette allégation sur la convoitise des territoires appartenant à d'autres, cette envie de s'approprier des territoires, a mal été expliquée. En fait, ce que je disais, c'est que nous devrions expulser les Croates et les musulmans de ce que nous avions. Et je crois qu'il y a énormément d'éléments de preuve montrant que le camp serbe avait accepté et en fait avait même proposé de protéger les minorités dans les cantons de la République où la communauté européenne avait, sur la base d'un accord mutuel, convenu de suivre la voie décente et humaine. Rien du tout ne montre que les Serbes auraient voulu faire le contraire. Alors, dans l'affaire Krajišnik, la Chambre de première instance s'est exprimée, je pense que c'est au paragraphe 109, et a repris mes propos du 14 février 1992. Le lendemain du 13 février, lorsque nous avions convenu qu'il y aurait 3 Bosnies, et cela avait été convenu avec Cutiliero. Et j'aurais dit qu'il devait savoir qu'il ne pourrait pas échapper de sur des choses qu'elle ne connaissait pas. Et on a repris les propos de ce témoin en disant, en déclarant, j'ai pensé d'abord que Karadzic avait une grande capacité analytique, et puis je me suis rendu compte que ce qu'il était en train de me dire allait véritablement se passer. Alors moi, j'affirme que ce n'est pas le cas, et je vous renvoie là à mon discours à l'Assemblée de Bosnie-Herzégovine du 15 octobre 1991, et le bureau du procureur, hier, y a fait allusion et en a parlé comme une menace, alors qu'il s'agissait en fait d'un discours contre la guerre. J'ai en fait anticipé sur ce qui allait se passer si nous choisissions une séparation de forces d'une Bosnie-Herzégovine unitaire. Et j'ai répété également le 25 janvier 1992, lors de ce bref échange avec Mohamed Djencic, que nous avions convenu de reporter le référendum jusqu'au moment où le gouvernement aurait mis en place la régionalisation. Je lui ai dit, nous savons tous ce qu'il va se passer. Il y aura une guerre civile qui va éclater. Il y aura des pertes massives. Les Serbes se rendront chez eux, les Croates chez eux et les musulmans chez eux. Et
qu'allons-nous obtenir? Qu'allons-nous gagner de tout cela? Eh bien, la même chose que nous avons maintenant. Mais ce sera beaucoup plus homogénéisé et nous devons, pour cela, pour arriver à cette homogénéisation, arriver à un accord. Alors, entre-temps, plusieurs milliers de personnes ont été tuées, plusieurs villes ont été démolies et ont confirmé que chaque combat sur les terres de l'ex-Yougoslavie comprenait une composante civile, une composante de guerre civile. Nous étions frères, du même sang, et nous étions en train de nous exterminer. Donc ce témoin KDZ 240 a dit ce qu'il avait vu à Zvornik. Je ne peux pas le nier, parce que je n'y étais pas. Il y a eu plusieurs actions qui ont également eu lieu impliquant des échanges d'étrangers. Et on a détourné cela en essayant de dire que c'est Radovan Karadzic qui avouait quelque chose lors de ces échanges. Non, je n'ai rien à avouer, je ne peux rien nier parce que je ne savais pas. Je ne savais pas jusqu'au moment où une enquête a eu lieu, en tout cas une enquête au niveau de l'armée qui a eu lieu. Donc, en l'absence d'une véritable culpabilité et de véritables éléments de preuve, le bureau du procureur essaye en fait de dépeindre que j'ai avoué les choses. Le témoin Doyle est également venu déposer. Et d'après lui, j'aurais dit qu'il ne fallait pas ouvrir le tir sur les bureaux de la télévision à Sarajevo. Et en fait, il y avait des forces de la défense territoriale qui étaient présentes dans chaque municipalité. Il y avait différentes personnes qui étaient là. La JNA, je n'étais pas au commandement de la JNA. Et le bureau du procureur, là encore, dit que c'est Radovan Karadzic qui a commandé les caméras de télévision, qu'il y a eu des tirs qui ont été ouverts sur les bureaux de la télévision de Sarajevo en 1992. Donc, il s'agit là de manœuvres purement et simplement. Il n'y a pas une seule allégation du bureau du procureur qui n'ait de fondement et qui soit étayée. Hier, on a également parlé de quelque chose dont moi, je n'ai jamais entendu parler. Je ne me suis jamais défendue en accusant les autres et je n'ai jamais accusé qui que ce soit de Srebrenica parce que je ne sais pas ce qu'il s'y est passé. Alors, si je vous renvoie également à mes commentaires lors de l'ouverture du procès. J'ai dit que je ne me défendrai pas en essayant de rejeter la pierre sur d'autres. Uticaj i pokažu telefonski razgovor. Le fait est que la guerre civile a éclaté. Nous aurions pu la prévoir. Mais il y a beaucoup d'autres paramètres qui sont entrés en jeu. Et je pense que ce que l'on m'attribue ne sert pas la justice. Il s'agit là de propos déformés, de phrases déformées. Hier, le bureau du procureur a également dit qu'il était faux, que la communication avait été coupée entre Palais, Sarajevo et Banja Luka et que je n'avais pas d'influence. Une conversation téléphonique a été montrée entre Berjanin et moi-même, datant de novembre 1991. Alors, personne n'a dit qu'à l'époque, il n'y avait pas de communication.
le témoin KDZ-101, Dragan Kešerović, je peux citer son nom parce que ce n'était pas un témoin protégé, a déclaré qu'au lieu d'une centaine de télégrammes par jour, il y en avait une dizaine au début de la guerre. Su potpuno suprotne svakom. Donc la Chambre de première instance et la défense ont essayé, même s'ils étaient dans une position défavorable, la Chambre de première instance a en réalité essayé de tout vérifier, ce que disait l'accusation. Ils ont dit hier que Karadzic, au sujet de l'événement de Kravica, avait été provoqué par une mutinerie, qu'il y avait des millions d'hommes qui avaient été exécutés et tués à Kravica, comme si Karadzic avait dit qu'il devait être exécuté. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un millier. Deuxièmement, il a été établi ici qu'il s'agissait d'un événement. Je regarde l'heure, mais il y a des choses qui sont complètement contraires à la justice, pour ne pas dire justice internationale. Il s'agit de déclarations générales entre l'entreprise criminelle commune et moi-même, le président Milosevic. En tout cas, la partie ou ma participation à cela. Il n'y a pas eu d'accord ou quoi que ce soit non plus. Il s'agissait de la création de la Republika Srpska. Nous étions en faveur de la création de la Republika Srpska. Il a dit que j'étais contre la création de l'Assemblée du peuple serbe, alors qu'en réalité, j'étais en faveur de cela. Nous disposons d'éléments de preuve à cet effet parce que il n'y avait plus d'État-nation ou de Chambre des nations. Il était en faveur de tout cela. Il fallait accepter les plans de paix. Je n'ai jamais vu un quelconque membre allégué de l'entreprise criminelle commune de ma vie, mais l'accusation pense que ils ont l'obligation de mettre le doigt sur un État et de la manière dont ceci avait été planifié pour pouvoir me l'attribuer avant que cela puisse être établi et développé. Je regarde l'heure. Monsieur Morrison, Monsieur le juge Morrison, Docteur Karadzic, vous êtes en concurrence avec une perceuse qui fait beaucoup de bruit. Nous allons voir si nous pouvons faire en sorte que cela cesse, mais nous ne pouvons pas le garantir. Le président, nous allons regarder, nous pencher sur la question. Nous allons avoir une pause pendant 20 minutes.